d'abord citer un tout premier essai d'agents antirétroviraux. On est en 87-88 et on va tester l'azidovudine, le premier agent antirétroviral isolé identifié au monde, qui s'appelle l'AZT. Et en fait, on va poser la question de savoir si ce médicament peut ralentir l'évolution que vous savez catastrophique du VIH à l'époque. À peu près au même moment, toujours avec la monothérapie, on est dans le questionnement de savoir si, lorsqu'on traite une femme enceinte avec ce qu'on a, c'est-à-dire cette zidovudine, est-ce que l'on peut réduire la transmission à son enfant? On sait qu'alors, sans traitement, on est à 25-30%. Et si l'on traite la mère, eh bien, une réduction des 2/3 d'enfants contaminés. Et l'on sait que dorénavant, avec un médicament, on va pouvoir faire reculer la transmission. Jusqu'à un essai qui va jouer un rôle important, qui s'appelle Trio. C'est un essai assez simple, une centaine de patients, mais qui échappe à tous et chez lesquels on va montrer que les molécules nouvelles, les nouvelles classes, comme les inhibiteurs d'intégrase, comme les tout derniers inhibiteurs de protéase, et également les secondes générations de molécules plus anciennes qu'on a, quand on est capable de mettre 3 molécules sensibles chez des gens qui étaient en échec, qui étaient un peu, entre guillemets, condamnés, eh bien on va avoir des résultats spectaculaires avec plus de 90% d'efficacité. Le livre de Michael Pollack a présenté et résumé les tout premiers travaux qui ont été faits pour comprendre pourquoi l'infection VIH affectait la communauté homosexuelle. Il a d'emblée posé la question du VIH, non pas seulement comme une maladie infectieuse, mais aussi comme une maladie politique. Il a été le premier à mener une enquête auprès des gays à travers la presse homosexuelle. Et ces études se sont progressivement transformées, elles ont été répétées au fil des années. Il démontre qu'on peut venir de la sociologie et produire des résultats qui vont être utiles pour la santé publique. Et c'est cette jonction entre la sociologie classique et les études quantitatives qui étaient tout à fait inhabituelles, je trouve, sont très illustratives de ce qu'ont apporté les travaux de la NRS. Une deuxième publication qui reflète les travaux menés sur le comportement sexuel par l'équipe de Nathalie Bajos et ses collègues. Elle rend compte des évolutions sur une trentaine d'années. Il s'agit de voir comment les comportements sexuels se sont transformés d'une part dans le contexte du sida, mais aussi, et c'est très intéressant, comment l'évolution des rapports entre les femmes et les hommes ont modifié principalement les comportements sexuels des femmes pour se rapprocher de ceux des hommes et aller vers une société, disons, dans laquelle les rapports entre les hommes et les femmes sont plus équilibrés du point de vue sexuel. La publication de Nathalie Belzer, elle rend compte des transformations des attitudes face au VIH sur une période de 20 ans dans la société française. Elle donne un signal très fort qu'il faut renouveler complètement les stratégies de prévention en direction des jeunes. Au Cameroun, la question de l'utilisation des médicaments génériques a été posée dans les années 2000 et nos collègues français et camerounais ont développé une étude extrêmement pertinente sur ce sujet. La première a démontré qu'avec les médicaments génériques, on pouvait faire aussi bien qu'avec les médicaments commerciaux sur le continent africain. À partir de cette étude-là, les bailleurs de fonds ont commencé à acheter les médicaments antirétroviraux génériques et donc on a pu traiter beaucoup plus de patients. Le groupe dans lequel je travaille, en Côte d'Ivoire, a commencé à travailler sur des combinaisons de médicaments antirétroviraux et voir si avec ces combinaisons données de manière encore relativement simple, on pouvait améliorer la réduction de la transmission mère-enfant. Et nous avons été effectivement le premier groupe
a montré qu'en combinant deux médicaments, l'azidovudine et l'aniverapine, on pouvait réduire le risque de transmission du virus de la mère à l'enfant à peu près 6%. Nous avons été également les premiers à montrer qu'en rajoutant un petit peu d'un autre médicament, la lamivudine, on pouvait réduire les risques de résistance virale liés à l'utilisation de l'aniverapine. Ces résultats ont été très importants car ils ont quasiment immédiatement abouti à la formulation de recommandations internationales par l'Organisation mondiale de la santé et leur application dans la plupart des pays à ressources limitées pendant les années qui ont suivi. On a appris au cours des années 90 par de nombreuses études d'observation que la circoncision masculine pouvait réduire le risque de transmission sexuelle du VIH. Mais pour aller plus loin, il fallait absolument faire un essai, une étude expérimentale sur ce sujet. Et les chercheurs français et sud-africains, au début des années 2000, ont fait le premier essai qui a démontré ce résultat tout à fait remarquable que grâce à la circoncision masculine, on pouvait réduire le risque de transmission sexuelle d'environ 60%. L'essai mené en Afrique du Sud par la NRS a été la preuve incontestable qu'on avait là affaire à un moyen de prévention de la transmission sexuelle d'un haut degré d'efficacité et c'est à partir des résultats de cet essai que les recommandations internationales ont été formulées. La première publication auquel je pense est une publication d'une équipe à l'Institut Pasteur, celle de Jean-Louis Virolisier à l'époque et Fernando Aranzana, qui décrivait l'identification d'une molécule qu'on appelle aujourd'hui SDF1, qui est la protéine qui interagit avec l'un des corécepteurs du VIH, le récepteur CXCR4. Ça a été aussi l'ouverture de voies thérapeutiques pour essayer d'empêcher justement cette interaction entre le virus et l'un de ses récepteurs avec des molécules synthétiques. La deuxième publication que j'ai choisie, c'est une publication d'une équipe parisienne, l'équipe de Patrice Debré et de Brigitte Autran, qui finalement montrait pour la première fois chez les patients sous traitement en phase chronique de l'infection que le traitement permettait de restaurer les cellules CD4+, pas seulement en nombre, mais aussi un certain nombre de fonctions. Mais dans ce papier déjà, il décrivait que cette restauration des cellules TCD4+, et de leurs fonctions n'était que partielle et que ces anomalies sont à prendre en considération pour les stratégies thérapeutiques de demain pour les patients. Enfin, la dernière publication de l'équipe de Monsef Ben-Kiran à Montpellier, qui décrivait donc en 2011 pour la première fois un facteur de restriction de l'infection VIH-1 dans les cellules au repos, les cellules qui ne se divisent pas, d'abord les macrophages, puis plus récemment les lymphocytes TCD4 au repos. C'est ce que l'on appelle aussi pour nous les réservoirs viraux. Les réservoirs viraux, c'est à cause d'eux qu'on ne peut pas arrêter le traitement chez les patients. Et les stratégies thérapeutiques de demain, qui sont aussi une priorité de la recherche aujourd'hui, visent justement à mieux comprendre les mécanismes à l'origine de ces réservoirs viraux, justement pour arriver à les purger avec les traitements que nous aurons, je l'espère, dans l'avenir. La première du groupe de Mathias Seger et de l'ensemble des cohortes européennes, qui décrit l'évolution des patients sous trithérapie. Ce que ça a apporté, c'est la description d'une trajectoire attendue chez ces patients en fonction d'un tout petit nombre de caractéristiques. L'âge, les CD4, le stade clinique, la charge virale. En fonction de ça, quand on commence un traitement, où les patients doivent-ils se situer si on veut parler de succès du traitement. Cette première publication, c'est comme le début de la médecine individualisée pour les patients VIH. J'ai aussi choisi une publication de 2003 du groupe de Dominique Castagliola qui décrit l'incidence de l'infarctus du myocarde chez ces patients qui débutent une trithérapie. Elle montre une augmentation de l'incidence de l'infarctus du myocarde chez ces patients par rapport à la population générale
et le rôle d'une classe particulière de médicaments que sont les inhibiteurs de protéase pour expliquer cette augmentation. Et enfin, une publication de Levu de 2010, elle montre que globalement, entre 2003 et 2008 en France, l'incidence de la maladie a diminué, sauf dans un groupe, qui est le groupe des homosexuels masculins. Avec un certain nombre d'interventions autour du traitement, autour des tests rapides, en améliorant le dépistage, il y a encore des progrès à faire pour identifier les nouveaux cas, pour cibler les populations ou les groupes qui prennent des risques vis-à-vis du VIH. Dans le domaine de l'immunothérapie et du vaccin, je crois que le premier essai, c'est celui du Lancet en 1999, où on a testé l'interleukine 2. On a comparé la voie classique, l'intraveineuse, à la voie sous-cutanée. Et à partir de cet essai, on a montré que c'était la voie sous-cutanée qui était utilisée et qui était beaucoup plus pratique pour les patients. Le deuxième essai peut-être important et publication, c'est celle de Jean-Gérard Guillet en 2000 dans le Journal of Virology. C'était la première administration du vaccin lipopeptide qui a été développé par l'ANRH chez des volontaires et qui a montré que ça induisait des réponses immunitaires. Et je dirais la troisième publication, c'est plutôt un groupe de publications, c'est 3 publications qui ont marqué la démarche de l'ANRS dans la vaccination thérapeutique et qui ont été 3 essais publiés dans Vaccine pour l'essai de Roland Toubiana, qui était publié dans AIDS Research pour l'essai de Cécile Goujard et dans AIDS pour le nôtre, et qui ont montré que la vaccination thérapeutique, les outils qu'on utilisait, induisaient des réponses immunitaires intéressantes, et ça a ouvert la voie à un nouvel outil associé aux antiviraux pour mieux contrôler le virus.